Mon frère m'a choisi comme témoin, puis m'a remplacé une semaine avant son mariage. J'y suis quand même allé. Ils m'ont assis à une table, dans le coin, avec des gens que je n'avais jamais rencontrés. J'ai regardé son ami prononcer le discours, celui que j'étais censé faire. Je suis parti avant le gâteau. Il m'a envoyé un SMS de 3 mots, le lendemain matin. Je m'appelle Harrison. J'ai 32 ans, et j'ai besoin de vous raconter le pire mariage auquel j'ai jamais assisté, ce qui n'est pas peu dire, car je suis déjà allé à une cérémonie où l'ex du marié s'est pointé en robe blanche, et où la demoiselle d'honneur a mordu le célébrant. Mais au moins, à ce mariage-là, j'avais une place à une table, où quelqu'un connaissait mon nom. Laissez-moi reprendre depuis le début. Mon frère Cole a 3 ans de moins que moi. En grandissant, nous étions proches. Pas de cette façon digne des séries télé, à se lancer un ballon de foot dans le jardin, mais proche d'une manière qui compte vraiment. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo. C'est moi qui me suis assis avec lui, devant le bureau du directeur, quand il a été suspendu en 4e, pour avoir dit à son prof d'histoire que la guerre de sécession n'était, au fond, qu'un très long conflit de copropriété. C'est moi qui ai conduit 45 minutes, à 2 heures du matin, pour venir le chercher à une fête quand il avait 16 ans, parce qu'il avait trop peur d'appeler nos parents. Nous avions de bons parents, ne vous méprenez pas, maman et papa étaient formidables. Mais il y a toujours eu cette dynamique tacite, dans notre maison, où Cole était l'enfant en or, et moi, je ne sais pas, l'enfant en bronze. Pas négligé, juste un peu moins brillant. Cole, c'était celui qui avait des 20 sur 20 partout, sans forcer. Celui qui est entré dans l'équipe première de baseball, dès sa 2e année de lycée, et qui avait ce genre de charisme naturel, qui faisait que les professeurs, les voisins, et de parfaits inconnus au supermarché, gravitaient tout simplement autour de lui. J'étais plutôt un goût qui s'acquiert avec le temps, calme, un peu maladroit, doué en maths, ce qui, comme nous le savons tous, est le trait de personnalité qui vous fait inviter à exactement 0 fête. Mais je n'en ai jamais voulu à Cole pour ça. C'est la chose que les gens ne comprennent pas. J'aime mon frère. J'étais fier de lui. Quand il a obtenu son diplôme universitaire, j'ai conduit pendant 6 heures, juste pour être là. Quand il a eu sa première grosse promotion, dans cette agence de marketing en centre-ville, je l'ai emmené dîner, et j'ai tout payé, même si je joignais à peine les 2 bouts à l'époque. Quand il m'a dit qu'il sortait avec cette femme prénommée Sutton, j'étais sincèrement heureux pour lui. Elle semblait super, intelligente, drôle, elle travaillait dans la collecte de fonds pour des associations, et elle avait ce rire, qui pouvait remplir une pièce. Je me suis dit, tant mieux pour lui. Il avait trouvé la bonne personne. Ils sont sortis ensemble pendant environ 2 ans, avant que Cole ne la demande en mariage. Il m'a appelé le soir où c'est arrivé, et je vous jure que sa voix tremblait. Harrison, elle a dit oui, mec. Elle a dit oui et point. Et je lui ai dit, félicitations. Et je le pensais, avec chaque fibre de mon être. Puis, il a prononcé les mots qui, avec le recul, ont marqué le début de la fin. Je veux que tu sois mon témoin. Il n'y a personne d'autre que je pourrais même envisager. Je ne vais pas mentir, j'ai eu un peu la gorge nouée. Nous avions 29 et 32 ans à ce moment-là, et la vie avait fait ce que la vie fait toujours. Nous ne traînions plus autant ensemble. Il avait son monde. J'avais le mien. Mais de l'entendre dire ça, ça m'a donné l'impression que nous étions de nouveau des enfants. Comme si toute cette distance n'avait aucune importance. J'ai dit oui immédiatement. Je n'ai même pas hésité. Pendant les 8 mois qui ont suivi, je m'y suis jeté à corps perdu. Je parle d'un engagement total. Je l'ai aidé à choisir le lieu de réception, cette magnifique grange rénovée, à environ 1 heure de la ville. J'ai organisé l'enterrement de vie de garçon, ce qui impliquait de louer un chalet près d'un lac, et de convaincre 8 gars, avec des niveaux de survie en plein air très variables, d'aller faire du kayak, ce qui s'est passé exactement comme vous pouvez l'imaginer. J'ai commencé à travailler sur mon discours dès le 2e mois. Je sais que ça paraît tôt, mais voilà le truc me concernant. Je ne suis pas un orateur né. Je suis le genre de gars, qui répète sa commande de café dans sa tête, avant même d'arriver à la caisse. Donc, je savais que le discours devait être parfait. Et la seule façon pour qu'il soit parfait, c'était de commencer tôt, et de le réviser au moins 47 fois. J'ai écrit ce discours, comme si c'était ma thèse de doctorat. J'ai fouillé dans de vieilles photos. J'ai appelé des amis d'enfance, pour obtenir des anecdotes.
J'ai même contacté l'un des colocataires de Cole à l'université, un gars du nom de Fletcher, pour avoir de bonnes histoires, datant de l'époque où je n'étais pas là. Le discours était drôle. Il venait du cœur. Il contenait une référence à cette blague interne, que Cole et moi avions, à propos d'un raton laveur qui s'était introduit dans notre garage, quand nous étions enfants. C'était, et je le dis avec une confiance absolue, la meilleure chose que j'ai jamais écrite. Et pourtant, j'avais écrit beaucoup de choses médiocres. C'est là que les choses ont commencé à changer. Environ 3 mois avant le mariage, Cole s'est mis à traîner davantage avec ce type, nommé Prescott. Prescott était l'un de ses collègues, à l'agence de marketing. Je l'avais rencontré une fois lors d'un barbecue, et mon impression sur lui, c'était qu'il était le genre de mec à appeler tout le monde frérot, et à penser que le fait d'être bruyant était un trait de personnalité. Mais Cole semblait l'apprécier. Et qui étais-je pour juger? J'ai eu un jour un ami à la fac, dont le passe-temps principal était de classer les stations-service, selon la propreté de leurs toilettes, donc je ne parlais pas vraiment d'une position d'autorité sociale. Au début, c'était subtil. Cole mentionnait Prescott plus souvent dans nos conversations. Prescott et moi sommes allés jouer au golf. Prescott connaît cet excellent restaurant de viande. Prescott pense que le lieu de réception devrait avoir un bar à cigares. Cette dernière remarque m'a un peu agacé, parce que nous avions déjà finalisé les plans pour la salle, mais j'ai laissé couler. Ensuite, j'ai commencé à recevoir moins de textos, à propos des préparatifs du mariage. Les décisions étaient prises sans moi. Le plan de table, la playlist musicale, et même les cravates des garçons d'honneur. J'apprenais les changements après coup, généralement via notre discussion de groupe, à laquelle Prescott avait été ajouté, sans que personne ne me demande mon avis. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Cole était stressé. Les mariages sont chaotiques, et peut-être que Prescott essayait juste d'être utile. J'étais toujours le témoin principal. Mon nom figurait toujours sur le programme. C'était ça qui comptait. Puis, exactement 8 jours avant le mariage, Cole m'a appelé. Ce ne fut pas un long appel. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il l'a simplement dit, comme s'il lisait un texte sur une carte, ce qui, connaissant Cole, était probablement le cas. Et, Harrison. Alors, Sutton et moi en avons discuté, et nous avons décidé d'apporter quelques modifications au cortège nuptial. Nous allons demander à Prescott de reprendre le rôle de témoin principal. Ce n'est rien de personnel. C'est juste qu'il s'est beaucoup plus impliqué dernièrement. Et Sutton pense que ce sera plus fluide pour la cérémonie. Je n'ai rien dit pendant environ 10 secondes. Je le sais, parce que j'ai fixé l'horloge du micro-ondes, pendant tout ce temps. Harrison, tu es là. Ouais, ai-je répondu. Je suis là. Tu restes un garçon d'honneur. Évidemment, rien d'autre ne change. Nous pensons juste que c'est plus logique. Je voulais lui demander en quoi le fait de remplacer son propre frère, comme témoin principal, 8 jours avant le mariage, était plus logique. Je voulais lui demander si Prescott avait écrit un discours, qui faisait référence au raton laveur dans le garage. Je voulais lui demander si Sutton, avec qui je n'avais été qu'une crème pendant 2 années entières, avait vraiment dit ça, ou s'il se cachait derrière son nom, parce qu'il n'avait pas le courage d'assumer sa décision. Mais je n'ai rien demandé de tout ça, parce que je suis Harrison, et Harrison ne fait pas de scène. Harrison dit « d'accord ». Puis il raccroche, s'assoit dans son appartement, et fixe un mur pendant 45 minutes, en se demandant ce qu'il a fait de mal. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. La semaine, entre cet appel téléphonique et le mariage, a été l'une des plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête, à la recherche d'indices. Avais-je raté quelque chose? Avais-je fait quelque chose de mal, lors de l'enterrement de vie de garçon? Y a-t-il eu un moment où Cole m'a regardé en se disant, tu sais quoi? Ce gars n'est pas à la hauteur. J'ai épluché notre historique de texto, comme un détective qui examine les dossiers d'une enquête. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. J'ai appelé ma mère le lendemain, non pas pour me plaindre, mais juste pour voir si elle était au courant. Elle l'était. Et c'est ça qui a vraiment fait mal. Elle le savait déjà. Oh, mon chéri. Cole m'en a parlé, a-t-elle dit, comme s'il lui avait annoncé qu'il changeait de traiteur. Je crois que Prescott a simplement été d'une si grande aide pour tout. Ce n'est rien contre toi. Ce n'est rien contre moi,
ai-je répété. Et je pouvais entendre à quel point ma voix sonnait plate, sans aucune émotion. N'en fais pas toute une histoire, Harrison. C'est le mariage de Cole. Laisse-le faire comme il l'entend. Et voilà. C'était là. La devise familiale, imprimée sur le blason invisible, qui avait plané au-dessus de notre maison pendant toute ma vie. Laisse Cole faire comme il l'entend. Laisse Cole choisir le restaurant. Laisse Cole avoir la plus grande chambre. Laisse Cole s'attribuer le mérite de la chose que tu l'as aidé à construire. N'en fais pas toute une histoire, Harrison. Ne sois pas difficile. Je n'allais pas en faire toute une histoire. Je me suis présenté au dîner de répétition, 2 soirs avant le mariage, dans un costume que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. J'ai serré des mains. J'ai souri. J'ai dit à Sutton qu'elle était magnifique, ce qui était le cas. J'ai même serré la main de Prescott. Et quand il a dit, sans rancune, « Pas vrai, frérot », j'ai répondu, « Bien sûr que non ». Ce qui est le mensonge le plus héroïque que j'ai jamais raconté. Et pourtant, j'ai déjà dit à mon dentiste que je passais du fil dentaire tous les jours. Le dîner de répétition s'est déroulé dans ce restaurant italien chic, en centre-ville. Une longue table, des bougies, du vin qui coule à flot. On m'avait assis vers le milieu de la table, entre ma tante Glenda, qui a passé la majeure partie de la soirée à décrire l'opération chirurgicale de sa nièce, avec des détails dignes d'un manuel de médecine, et le cousin de Sutton, Rowan, qui était tout à fait gentil, mais qui n'avait visiblement aucune idée de qui j'étais, ni de la raison pour laquelle j'avais l'air d'assister à mes propres funérailles. Cole a porté un petit toast pendant le dîner. Il a remercié tout le monde d'être là, a remercié ses parents, a remercié les parents de Sutton, et a remercié le cortège nuptial en les nommant un par un. Il a remercié Prescott, tout particulièrement. Ce gars a été mon rock, tout au long de ce processus, a-t-il dit, en levant son verre dans la direction de Prescott. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, mec. Il ne m'a pas mentionné. Pas une seule fois, pas même en passant. J'étais son frère, son ancien témoin principal, et j'étais devenu un meuble. Je suis resté assis là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, et j'ai réalisé quelque chose que j'évitais de voir depuis très longtemps. Il ne s'agissait pas seulement du mariage. Il s'agissait de tout le reste. Il s'agissait de chaque fois où j'avais été discrètement poussé sur le côté, pour que Cole puisse avoir son moment de gloire. Chaque fois que je m'étais mordu la langue. Chaque fois que je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance, parce que c'est tout simplement comme ça que fonctionnent les familles. Tout cela avait de l'importance. Cela avait toujours eu de l'importance. J'avais juste été trop loyal, ou peut-être trop effrayé, pour l'admettre. Le jour du mariage est arrivé, et je me suis présenté, parce que j'avais dit que je le ferais. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas du genre à me dégonfler. J'ai enfilé mon costume de garçon d'honneur, qui était légèrement différent du costume du témoin principal, parce que bien sûr qu'il l'était. Et j'ai conduit jusqu'à la grange, avec l'estomac noué, et un discours que je ne prononcerai jamais, plié dans ma poche intérieure. Je ne sais pas pourquoi je l'avais apporté. De la stupidité sentimentale, sans doute. La cérémonie était magnifique. Je leur accorde ça. La grange était incroyable, des guirlandes lumineuses partout, des fleurs sauvages, et cette lueur ambrée et chaleureuse, qui donne à tout un air de film. Sutton a remonté l'allée, et Cole a commencé à pleurer, et pendant environ 30 secondes, j'ai oublié que j'étais en colère, et je me suis simplement senti heureux pour mon petit frère. Puis, ce sentiment est passé, et je suis retourné me tenir en ligne, comme un mannequin extrêmement bien habillé. Après la cérémonie, nous sommes passés dans la salle de réception, et c'est là que c'est devenu vraiment, et spectaculairement, insultant. Je n'étais pas assis avec le cortège nuptial. Je n'étais pas assis avec ma famille. Je n'étais pas assis à l'avant de la salle, ni même à proximité. J'étais à la table 14, qui se trouvait dans le coin le plus éloigné de la salle, partiellement caché par une colonne de soutien, juste à côté de la porte de la cuisine. Mes voisins de table étaient, le petit ami d'une collègue de Sutton, un couple de personnes âgées que je n'avais jamais vu de ma vie, et qui s'est avéré être les parents du traiteur, ainsi qu'une femme nommée Deline, qui avait apparemment été la voisine de la mère de la colocataire de Sutton à l'université. Je n'invente rien. Je me suis assis, et j'ai fixé mon marque-place. Harrison.
Pas Harrison, frère du marié. Juste Harrison, comme si j'étais une simple connaissance au hasard, qu'ils avaient ajoutée pour atteindre un quota d'invités. La réception a suivi son cours, comme le font toujours les réceptions. Le dîner, la danse, les toasts, puis est arrivé le moment que je redoutais. Prescott s'est levé, a tapoté son verre, et a commencé à prononcer le discours du témoin. Mon discours de témoin de remplacement. C'était correct. C'était générique. Il a raconté une histoire sur Cole au travail, qui impliquait un bourrage papier dans l'imprimante, et une date butoir manquée, ce qui est le genre d'anecdote, qui vous fait réaliser que le gars connaît le marié depuis environ 14 mois. Il a fait une blague, sur le fait que le mariage ressemblait à un travail de groupe, où l'on apprécie réellement son partenaire. Les gens ont ri poliment. Sutton a souri. Cole a fait un grand sourire, et a tapé sur l'épaule de Prescott. J'étais assis à la table 14, derrière ma colonne, et j'ai écouté un discours, qui n'avait rien de notre histoire, rien de notre cœur, et aucune trace du raton laveur dans le garage. Et j'ai senti quelque chose se briser, à l'intérieur de moi. Pas de façon dramatique, pas bruyamment, juste une fracture silencieuse, comme une branche qui cède sous le poids de la neige. Après le discours, ma mère s'est approchée. J'ai pensé qu'elle venait peut-être prendre de mes nouvelles. Peut-être qu'elle avait vu mon visage pendant le toast de Prescott, et réalisé que tout cela était allé trop loin. Au lieu de cela, elle a dit, n'était-ce pas un discours charmant? Prescott est tellement naturel. Je l'ai regardé, et j'ai dit, ouais, il est super. Elle m'a tapoté le bras, et s'est éloignée. J'ai tenu le coup pendant encore environ 1 heure. J'ai regardé les gens danser. J'ai regardé Cole et Sutton faire leur première danse, sur une chanson que je n'ai pas reconnue. J'ai regardé Prescott porter un toast avec les garçons d'honneur, un groupe dont je faisais techniquement partie, mais personne n'est venu me chercher. J'ai regardé mon père raconter une histoire, à un groupe d'invités, sur l'époque où Cole jouait au baseball. La même histoire qu'il avait racontée des centaines de fois, et j'ai remarqué, qu'il ne mentionnait jamais que c'était moi, qui avait conduit Cole à chaque entraînement cette année-là, parce que papa travaillait tard. À 21h45, avant qu'il ne coupe le gâteau, je me suis levé de la table 14, j'ai posé ma serviette sur ma chaise, et je suis sorti. Je n'ai dit au revoir à personne. Je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement parti, en passant par la porte de la cuisine puisqu'elle était juste là, j'ai dépassé 2 serveurs perplexes, et je suis sorti sur le parking. L'air était frais, et il sentait le pain. Je me suis assis dans ma voiture pendant un moment. J'ai sorti le discours de la poche de ma veste, et je l'ai lu une dernière fois, sous le plafonnier de la voiture. Il était bon. Il était vraiment bon. Et personne n'allait jamais l'entendre. J'ai conduit jusqu'à chez moi, j'ai raccroché mon costume, et je me suis assis sur mon canapé, dans le noir. Le lendemain matin, à 7h14, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Cole. 3 mots. T'es parti tôt. Pas, où es-tu allé? Pas, est-ce que ça va? Pas, je suis désolé. Juste, t'es parti tôt. Une simple déclaration, une observation, comme si je m'étais éclipsé d'une réunion de travail, et qu'il faisait l'appel. J'ai fixé ces 3 mots pendant un long moment. Puis, j'ai posé mon téléphone, et je n'ai pas répondu. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été dures. Je ne vais pas embellir la réalité. Je ne me suis pas effondré, d'une manière dramatique digne d'un téléfilm. Je me suis juste un peu éteint, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité de toute ma vie, d'environ 40%. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je dînais debout, au-dessus du plan de travail de la cuisine, parce que m'asseoir à table, cela me semblait être un trop grand engagement pour la soirée. J'ai arrêté d'appeler mes parents. Pas par rancune, du moins, pas consciemment. Je n'avais tout simplement plus l'énergie, de jouer le rôle du fils facile à vivre, qui ne laisse rien atteindre. J'avais joué ce rôle pendant 32 ans, et mon contrat avait expiré. Cole m'a envoyé quelques textos supplémentaires, au cours des 2 semaines qui ont suivi le mariage. J'espère que tu vas bien. Maman dit que tu n'as pas appelé. Et mon préféré, personnellement, Sutton veut organiser un dîner de famille bientôt. Tu en es. Comme si tout allait bien. Comme si je n'avais pas été exilé dans le royaume des ombres, à son propre mariage, et que je n'étais pas parti avant le dessert.
L'aveuglement absolu de la chose aurait été impressionnant, si ce n'avait pas été aussi douloureux. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Non pas parce que je jouais à un quelconque jeu stratégique, en utilisant le silence. Je ne savais sincèrement pas quoi dire. Que étais-je censé répondre? Et, merci de m'avoir rétrogradé du poste de témoin, de m'avoir assis derrière un pilier, avec la belle famille du traiteur, et de m'envoyer un texto, comme si j'étais une vague connaissance, que tu avais croisée à la salle de sport. La langue anglaise n'a pas assez de mots, pour exprimer ce niveau de déception. Et je dis ça en tant que personne, qui a obtenu un score supérieur à 98% des candidats, dans la section verbale du SAT, ce qui, pour la petite histoire, ne s'est jamais avéré utile une seule fois dans la vraie vie. Environ un mois après le mariage, mon ami Ara m'a appelé. Nous étions amis depuis notre première année d'université. Elle est le genre de personne, qui vous dira que votre coupe de cheveux est affreuse, puis qui vous conduira elle-même chez le coiffeur. Zéro tolérance pour les bêtises, mais le cœur le plus grand que vous ayez jamais vu. Elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas à la voix d'un ballon dégonflé, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas qu'est-ce qui s'est passé avec un point d'interrogation. Juste qu'est-ce qui s'est passé? Comme si elle savait déjà qu'il y avait une histoire, et qu'elle m'ouvrait simplement la porte pour la raconter. Alors je lui ai tout raconté, la rétrogradation, le dîner de répétition, la table 14, le discours que je n'ai jamais prononcé, le texto de 3 mots, tout. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Et puis elle a dit, Harrison, je t'aime, mais tu dois arrêter de laisser les gens te traiter comme un personnage secondaire, dans ta propre vie. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je passe chez toi samedi, a-t-elle annoncé. Nous allons manger autre chose que des burritos au micro-ondes, et tu vas me dire ce que tu veux vraiment faire à ce sujet. Elle s'est pointée ce samedi-là, avec de la nourriture thaïlandaise, et un niveau de franchise qui devrait probablement être classé comme une arme. Nous nous sommes assis par terre, dans le salon, parce que je n'avais toujours pas remplacé les chaises de la salle à manger, qui s'étaient cassées lors d'une tentative de montage de meubles très mal conçus. Et elle m'a exposé la situation. Tu as 2 options, a-t-elle dit, en pointant un rouleau de printemps vers moi, comme une minuscule épée comestible. Option 1, tu continues d'être le gentil garçon, qui encaisse tout, et qui en veut secrètement à tout le monde, jusqu'à ce que tu te retrouves amer à 65 ans. Option 2, tu commences à te construire une vie, qui ne tourne pas autour de l'attente que ta famille te remarque. J'ai choisi l'option 2. Non pas parce que j'avais eu une grande révélation, sur fond de musique inspirante, mais parce que l'option 1 avait l'air absolument misérable, et que j'étais déjà à mi-chemin de ce résultat. La reconstruction a commencé par de petites choses. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. J'étais analyste de données, dans un cabinet de conseil de taille moyenne, ce qui semble ennuyeux, parce que c'est ennuyeux, mais j'étais doué pour ça. Vraiment doué. Je m'étais laissé porter pendant des années, faisant du travail solide, mais sans jamais chercher à aller plus loin, parce que j'avais intériorisé cette idée, que j'étais le personnage d'arrière-plan, le type fiable, mais sans rien de remarquable. Les mots d'Ara continuaient de résonner dans ma tête. Personnage secondaire. Je ne voulais plus être un personnage secondaire. J'ai commencé à me porter volontaire pour de plus gros projets. Je restais tard au bureau. Pas dans un esprit de culture de travail toxique, mais plutôt en mode, j'utilise enfin le cerveau sur lequel je suis assis depuis si longtemps. Ma responsable, une femme très perspicace du nom de Colette, l'a remarqué presque immédiatement. Elle m'a fait entrer dans son bureau un après-midi, et m'a dit, Harrison, peu importe ce qui a changé, continuez comme ça. L'analyse du compte Whitfield que vous avez rendu la semaine dernière, c'est le meilleur travail que quiconque dans cette équipe ait produit depuis 2 ans. Ça m'a fait du bien. Pas de quoi s'en vanter, mais plutôt du genre, oh, c'est vrai, je suis en fait capable de faire de grandes choses. À peu près à la même époque, j'ai commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait le docteur Inman, et elle avait ce bureau avec une fenêtre, qui donnait sur un parking, ce qu'elle a un jour décrit comme une métaphore, de la façon dont la plupart des gens perçoivent la thérapie. Pas très pittoresque, mais fonctionnel. Je l'ai tout de suite aimé. Elle m'a aidé à démêler quelque chose, que je traînais depuis des décennies, sans même m'en rendre compte. J'avais passé ma vie entière à définir ma propre valeur, à travers la reconnaissance des autres, l'approbation de Cole, l'attention de mes parents, mon rôle dans la hiérarchie familiale. Quand ces choses m'ont été retirées, je ne savais plus qui j'étais,
parce que je n'avais jamais pris la peine de le découvrir par moi-même. Ça a l'air simple, quand je le dis comme ça. Ça ne l'était pas. Ce fut des mois de conversations difficiles, de prises de conscience inconfortables, et parfois des séances, où je ressortais avec l'impression que quelqu'un avait réarrangé mes meubles intérieurs, sans me demander mon avis. Mais ça marchait. Je pouvais sentir la différence. Physiquement, je me suis mis à courir. Rien de fou, juste quelques kilomètres, quelques fois par semaine. Au début, j'en détestais chaque seconde. Mes poumons brûlaient, mes genoux protestaient, et un écureuil particulièrement critique, dans le parc près de mon appartement, semblait personnellement offensé par mon rythme de course. Mais j'ai continué. Après un certain temps, c'est devenu le moment de ma journée, que j'attendais avec le plus d'impatience. Juste moi et la route, et le son rythmé de ma propre respiration, qui me rappelait que j'étais en vie, et capable d'avancer, au sens propre comme au sens figuré. Au bout du 3e mois, j'avais été promu au poste d'analyste principal. Au 5e mois, Colette m'a recommandé pour un poste de chef d'équipe, sur une mission client majeure. C'était un projet d'analyse de données de santé, d'une valeur d'environ 1,2 million d'euros, et il voulait que je dirige la stratégie des données. Moi, le type qui, 3 mois plus tôt, mangeait des burritos froids, tout seul dans le noir. J'ai aussi commencé à faire des rencontres. Rien de sérieux, au début. On m'a arrangé un coup avec une amie d'amis, prénommée Waverly, qui s'est avérée ne pas du tout me correspondre, mais qui était une compagne de dîner fantastique. Alors, nous sommes devenus amis à la place. Puis, j'ai rencontré quelqu'un par moi-même. Elle s'appelait Théa. C'était une urbaniste, que j'ai rencontrée dans un café, lorsque nous avons tous les deux tendu la main vers le dernier muffin aux myrtilles, et qu'elle a dit « Je te le joue au bras de fer ». Je le lui ai laissé. Elle m'a offert un café pour compenser, et nous avons parlé pendant 2 heures d'infrastructures urbaines, ce qui, je sais, semble incroyablement ennuyeux, mais elle a réussi à faire passer ça pour la chose la plus fascinante au monde. Théa était différente, de toutes celles que j'avais fréquentées auparavant. Elle était directe, mais gentille. Elle posait de vraies questions, et écoutait réellement les réponses. Lors de notre 3e rendez-vous, elle m'a dit « Raconte-moi quelque chose sur toi, que tu gardes habituellement caché. » Et je lui ai raconté l'histoire du mariage, en entier. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait plutôt à de la reconnaissance, comme si elle comprenait ce que ça faisait, d'être la personne dans la pièce, que personne ne se tourne pour regarder. Ça a dû être incroyablement solitaire, a-t-elle dit. Ouais, ai-je répondu, ça l'était. Eh bien, a-t-elle dit, en tendant le bras de l'autre côté de la table, pour poser sa main sur la mienne. Tu n'es plus à la table 14, maintenant. J'aurais pu la demander en mariage à ce moment précis, mais je me suis dit que le 3e rendez-vous, c'était probablement trop tôt. Et de plus, nous n'avions même pas encore reçu nos entrées. 6 mois après le mariage, j'étais une personne différente. Pas au point d'être méconnaissable. Toujours Harrison, toujours calme, toujours un peu maladroit, toujours déraisonnablement doué en maths. Mais je me tenais plus droit. Je prenais de la place. J'étais le responsable d'un projet majeur. J'étais en couple avec quelqu'un qui me voyait vraiment. Et j'avais une thérapeute, qui démantelait systématiquement chaque mensonge, que je m'étais jamais raconté, sur le fait de ne pas être à la hauteur. Et puis, parce que la vie a un sens du timing qui frise le théâtral, Cole a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. J'étais assis sur le canapé de Théa, un dimanche après-midi, regardant d'un œil distrait un documentaire sur les ponts, par lequel elle était véritablement captivée, et mon téléphone s'est allumé avec le nom de Cole. Je ne lui avais pas parlé depuis 6 mois. Je n'avais répondu à aucun de ses textos. Le silence entre nous, qui était au départ gênant, était devenu énorme. Et j'avais fait la paix avec ça. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Théa a regardé l'écran, puis m'a regardé. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais, ai-je dit. Et puis j'ai répondu quand même, parce qu'apparemment, 6 mois de thérapie ne peuvent toujours pas, complètement, effacer 32 ans à être le frère qui répond présent. Harrison. La voix de Cole était différente. Plus petite, en quelque sorte moins dorée. Et, je sais que ça fait un moment. Ouais, ai-je répondu, ça fait un moment. Il y a eu un silence.
Le genre de silence où l'on entend quelqu'un rassembler le courage de dire quelque chose qu'il a répété. J'ai besoin de te parler de quelque chose. On peut se voir? Chaque instinct, que j'avais développé au cours des 6 derniers mois, me disait de dire non. La voix du docteur Inman résonnait dans ma tête, vous ne devez à personne un accès à vous-même, simplement parce qu'il partage votre ADN. La voix d'Ara était là aussi, moins clinique, et plus dans le genre, si tu vas à ce rendez-vous sans colonne vertébrale, je viendrai personnellement chez toi, et je réorganiserai ta bibliothèque sans respecter l'ordre alphabétique, ce qui, pour information, est la menace la plus terrifiante qu'on m'ait jamais faite. Mais j'ai dit oui. Non pas parce que je retombais dans mes vieux travers, mais parce que j'étais curieux, et parce que je voulais voir si la nouvelle version de Harrison pouvait s'asseoir en face de son frère, et ne pas se recroqueviller. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un dîner, à mi-chemin entre nos appartements. Un de ces endroits avec des menus collants, et un café qui a le goût d'avoir été préparé, sous le précédent gouvernement. Cole était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette près de la fenêtre, et il avait l'air épuisé. Pas malade, juste usé, comme si son éclat s'était terni. Je me suis assis en face de lui, et j'ai attendu. Je ne me sentais pas oppressé par le silence. C'était nouveau pour moi. L'ancien Harrison aurait immédiatement commencé à rendre les choses confortables, à poser des questions, à arrondir les angles. Le nouveau Harrison, lui, est juste resté assis là, et a laissé le malaise exister. Merci d'être venu, a dit Cole. J'ai hoché la tête. Il a pris une inspiration. Alors, il s'est passé quelques trucs. Prescott et moi ne sommes plus amis. Il a été viré de l'agence, il y a environ 2 mois. Il s'avère qu'il gonflait ses chiffres sur les rapports des clients, depuis environ 1 an. Quand ça a éclaté. C'était un désordre total. L'entreprise a failli perdre un compte majeur. Et quand ils ont enquêté, certaines choses portaient les empreintes de Prescott, mais mon nom y était attaché, parce que nous avions collaboré sur les mêmes projets. J'ai haussé un sourcil. Donc, tu as eu des ennuis, toi aussi. Pas officiellement, mais ma réputation en a pris un coup. Mon patron m'a pris à part, et m'a dit en substance, que je devais faire plus attention à mes fréquentations, ce qui était humiliant. J'ai bu une gorgée de ce café terrible, et je n'ai rien dit. Cole a poursuivi, et les choses avec Sutton ont été, je ne sais pas, compliquées. Nous nous sommes beaucoup disputés à propos d'argent, et de nos priorités. Elle veut acheter une maison et je veux attendre. Et chaque conversation à ce sujet se transforme en dispute. Elle n'arrête pas de dire que je ne prends pas les choses assez au sérieux, et que je me laisse vivre. J'ai failli rire de l'ironie de la situation, mais je me suis retenu. Sutton adressait à Cole la critique exacte que j'avais ravalée toute ma vie. Il se laissait vivre. Il s'était toujours laissé porter. Et des gens comme moi avaient été les moteurs sous le capot, faisant le vrai travail, pendant qu'il souriait, et récoltait les lauriers. Et puis il y a papa et maman, a-t-il dit. Maman m'a dit que tu n'étais pas allé à un dîner de famille depuis 6 mois. Papa s'inquiète. Il n'arrête pas de me demander ce qui s'est passé entre nous. Et que leur dis-tu? Il a hésité. Je leur dis que je ne sais pas. Tu ne sais pas, ai-je répété. Harrison, allez. Je sais que tu es contrarié par cette histoire de mariage, mais ce n'était qu'un seul jour. C'était juste un changement de rôle. Je ne pensais pas que c'était si grave. J'ai reposé ma tasse de café lentement, délibérément, et j'ai regardé mon frère dans les yeux, d'une manière que je n'avais, je crois, jamais eu auparavant. Ce n'était pas un seul jour, Cole. C'était 32 années de ce jour-là. C'était chaque fois où j'ai été mis de côté, pour que tu puisses avoir la vedette. Chaque fois qu'on m'a dit de ne pas en faire toute une histoire, chaque fois que j'ai répondu présent pour toi. À chaque putain de fois. Et tu ne l'as même pas remarqué. Le mariage n'était pas le problème. Le mariage, c'est juste le moment où j'ai enfin arrêté de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Il m'a fixé. Je ne pense pas que quiconque lui ait jamais parlé comme ça. Certainement pas moi. Je t'avais écrit un discours, ai-je dit, et ma voix était posée, ce qui m'a surpris moi-même. J'ai travaillé dessus pendant 6 mois. J'ai appelé ton colocataire de fac. J'ai fouillé dans de vieilles photos. J'y ai mis tout mon cœur. Et tu m'as remplacé,
par un gars qui a raconté une histoire de bourrage papier, et qui a qualifié le mariage de travail de groupe. Et ensuite, tu m'as assis à une table, derrière une colonne, avec des gens qui ne connaissaient même pas mon nom. À ton mariage, Cole. Ton propre frère, à ton mariage. Le restaurant était silencieux, à l'exception du cliquetis de la vaisselle dans la cuisine. Les yeux de Cole étaient humides. Je ne m'en rendais pas compte, a-t-il commencé. C'est bien là le problème. Tu ne t'en rends jamais compte, parce que tu n'en as jamais eu besoin. Nous sommes restés assis là en silence, pendant un moment. Ce n'était pas confortable, et ça n'était pas censé l'être. Je n'étais pas là pour qu'il se sente mieux. J'étais là pour dire la vérité, peut-être pour la première fois de ma vie, et pour le laisser l'encaisser. Finalement, Cole a demandé, « Que veux-tu que je fasse ?» J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Pas avec ce réflexe automatique du « c'est bon ». Ne t'en fais pas. Ça avait été mon réglage par défaut, depuis l'enfance. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait, ai-je dit. Pas seulement le mariage, tout le reste. Je veux que tu arrêtes de me traiter comme un accessoire de ta propre vie. Et je veux que tu dises à maman et papa la vérité, sur la raison de mon absence. Pas un vague et je ne sais pas. La vérité. Il a dégluti difficilement. Et si je fais tout ça? Alors on verra. Je ne fais aucune promesse, Cole. J'ai passé ma vie entière à te faciliter les choses. J'en ai fini avec ça. J'ai posé un billet de 10 € sur la table, pour le café, et je me suis levé. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, et peut-être la toute première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, qui n'était ni de la confiance, ni du charme, ni l'assurance facile de celui qui a toujours été le favori. C'était de la peur. La peur d'avoir peut-être réellement perdu quelque chose, qu'il ne pourrait jamais récupérer. Bien. Je suis sorti de ce restaurant, et j'ai appelé Ara depuis ma voiture. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Je ne me suis pas recroquevillé, ai-je répondu. C'est mon gars, ça, a-t-elle dit. Et je pouvais l'entendre sourire, à travers le téléphone. Ce soir-là, Théa et moi étions assis sur son balcon, et je lui ai tout raconté, sur le rendez-vous au restaurant, sur ce que j'avais dit, sur ce que ça faisait, de tenir enfin tête à la personne derrière laquelle j'avais passé ma vie entière. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Terrifiée, ai-je répondu. Et aussi, incroyablement bien. Elle a appuyé sa tête sur mon épaule. C'est généralement ce qu'on ressent, quand il s'agit de choses importantes. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu des nouvelles de ma mère. Elle a appelé 2 fois. La première fois, elle a laissé un message vocal, qui traduisait surtout de la confusion. Cole nous a dit certaines choses, et ton père et moi sommes très contrariés. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu, tout simplement, nous en parler. La deuxième fois, j'ai décroché, et nous avons eu une vraie conversation. Ça n'a pas été facile. Elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit que je faisais un drame. Elle a dit que Cole ne pensait pas à mal. Et j'ai dit calmement, et clairement, maman, j'ai besoin que tu écoutes ce que je dis, au lieu d'essayer de lui trouver des excuses. Elle s'est tue. Puis elle a demandé, depuis quand es-tu devenu si direct? Quand il l'a fallu, ai-je répondu. Mon père a appelé séparément. Il a été plus discret sur le sujet, comme il l'a toujours été, mais il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je pense que ta mère et moi, on aurait pu faire mieux pour toi, Harrison. Je ne crois pas que nous ayons réalisé à quel point tu portais un tel fardeau. Ce n'était pas de vraies excuses complètes, mais c'était un début, et les débuts, c'était toujours plus que ce que j'avais eu en 3 décennies. Pendant ce temps, au travail, le projet sur la santé marchait de façon phénoménale. Mon équipe a rendu l'analyse préliminaire avant la date prévue, et le client était ravi. Colette m'a pris à part, pour me dire qu'il était question de créer un nouveau poste de directeur, et que mon nom figurait en tête de liste. Tout ce que j'avais construit, au cours des 6 derniers mois, reposait sur des bases solides, et moi aussi, je reposais sur ces mêmes bases. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais plus que quelqu'un d'autre vienne me dire que je comptais. Je le savais déjà. Environ 2 mois après la conversation au restaurant, ma mère m'a appelé, et m'a demandé si je voulais bien venir à un dîner de famille. Pas une fête, pas un anniversaire, juste un dîner. Elle a dit que Cole et Sutton seraient là.
Elle a dit qu'elle et papa avaient beaucoup discuté. Elle a dit, et c'est une citation exacte, nous voulons essayer de faire les choses différemment. J'en ai discuté avec Théa, et avec le docteur Inman séparément. Théa a dit, vas-y si tu en as envie, pas parce que tu t'en sens obligé. Le docteur Inman a dit, c'est une occasion de vous entraîner à maintenir vos limites, dans l'environnement même où vous avez appris, la première fois, à les abandonner. J'y suis allé. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, un samedi soir, avec Théa sur le siège passager. Nous nous sommes garés dans l'allée, et je suis resté assis là, un instant, à regarder la maison où j'ai grandi. La même façade en briques, la même boîte aux lettres tordues, que mon père avait l'intention de réparer depuis que j'étais au lycée. Le même porche d'entrée, où j'avais passé 1 millier d'heures à lire des livres, pendant que Cole jouait dans le jardin, avec ses amis. À l'intérieur, la table était mise pour 6. Maman avait préparé un rôti de bœuf en cocotte, ce qui était son plat de prédilection, pour les occasions qui semblaient importantes, mais qui ne portaient pas de nom précis. Papa était sur sa chaise habituelle. Cole et Sutton étaient déjà là. Sutton m'a fait un câlin qui semblait un peu trop serré, comme si elle essayait de me communiquer quelque chose, par la seule pression de ses bras. Cole s'est levé, et m'a regardé avec une expression, que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. De l'incertitude. Et, Harrison, a-t-il dit. Et, Cole. Théa s'est présentée, et a immédiatement conquis ma mère, en complimentant le rôti avant même de l'avoir goûté, ce qui est le genre de génie social, que je ne posséderai jamais, mais que j'admire profondément. Le dîner a commencé de façon maladroite, comme c'est toujours le cas, lorsqu'il y a un éléphant au milieu de la pièce, et que cet éléphant porte un smoking, taillé dans des années de dynamique familiale non résolue. Nous avons parlé de sujets prudents, pendant un moment. La météo, les parties de golf de mon père, le travail de Sutton. Puis, ma mère, que personne n'a jamais accusée de subtilité, a posé sa fourchette et a dit, je pense que nous devrions parler de ce qui s'est passé. J'ai apprécié cette franchise, même si mon estomac s'est noué. Cole a parlé en premier. Il m'a regardé de l'autre côté de la table, et ce qui est sorti, n'était ni poli ni répété. C'était hésitant, c'était inconfortable, et c'était vrai, d'une manière que je n'avais jamais entendue venant de lui, auparavant. Harrison, je te dois de vraies excuses. Pas seulement pour le mariage, pour tout le reste. J'ai réfléchi à ce que tu as dit au restaurant, et tu avais raison. J'ai passé ma vie entière à te considérer comme acquis. Tu étais toujours là, tu répondais toujours présent. Tu as toujours rendu les choses plus faciles pour moi, et je ne me suis jamais arrêté, ne serait-ce qu'une fois, pour penser à ce que ça te coûtait. Je t'ai remplacé comme témoin, parce que Prescott était nouveau et excitant. Et je me suis laissé emporter par toute cette attention. Et Sutton. A-t-il jeté un coup d'œil vers elle? Sutton m'a dit que ça passerait bien. Et j'ai choisi de le croire, parce que c'était plus facile, que de faire face à la culpabilité de ce que j'étais en train de faire. Sutton a bougé sur sa chaise. Je veux assumer ma part de responsabilité là-dedans, moi aussi, a-t-elle dit, en me regardant. J'ai poussé pour ce changement. Je pensais que le discours de Prescott serait plus soigné, plus divertissant. Je pensais au mariage comme à un spectacle, au lieu de penser à toi en tant que personne. En tant que frère de Cole. C'était mal, et je suis désolé. Je suis resté assis là, à absorber tout ça. Une partie de moi voulait dire immédiatement que ce n'était pas grave, pour arrondir les angles, pour être le Harrison facile à vivre, auquel tout le monde était habitué, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé leurs mots s'ancrer. J'ai laissé le silence s'installer. Merci, ai-je finalement dit. À vous deux. Cela représente beaucoup pour moi. Ma mère s'est éclaircie la gorge. Elle a regardé mon père, et il lui a fait un petit signe de tête. Harrison, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Ton père et moi avons beaucoup discuté, depuis que Cole et toi avez eu votre conversation. Et je dois admettre quelque chose. Nous nous sommes reposés sur toi pour être le garçon responsable, celui avec qui c'est facile, celui qui n'avait pas besoin d'attention. Et nous nous sommes dit que c'était simplement ta personnalité. Mais la vérité, c'est que nous avons fait de ça ton rôle, parce que c'était pratique. Cela nous permettait de nous concentrer sur Cole, parce qu'il était plus bruyant. Et être plus bruyant ne veut pas dire être plus important. Je suis désolé, mon chéri. Mon père,
un homme réputé pour être peu loquace, a ajouté, tu méritais mieux de notre part, mon fils. Je suis fier de l'homme que tu es devenu, et j'aurais dû te le dire il y a bien longtemps. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir été ému. Je l'ai été. La main de Théa a trouvé la mienne, sous la table, elle l'a serrée, et je m'y suis accroché, comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'envoler. J'apprécie tout cela, ai-je dit, une fois que j'ai été sûr que ma voix ne tremblerait pas. Je ne vais pas faire comme si tout était réglé, car un seul dîner n'efface pas 32 années. Mais c'est un vrai départ. Et je veux que vous sachiez une chose. Je ne me suis pas éloigné, parce que j'avais cessé d'aimer cette famille. Je me suis éloigné. Parce qu'aimer cette famille me coûtait trop cher, et que personne ne l'a remarqué. Personne n'a contesté ça. Personne n'a détourné la conversation. Personne n'a dit de ne pas en faire toute une histoire. Ils l'ont simplement entendu. Après le dîner, Cole et moi nous sommes retrouvés sur le porche. Juste tous les deux. L'air frais de la nuit. Les grillons qui faisaient leur bruit habituel, et la boîte aux lettres tordues, qu'il était toujours autant. J'ai lu le discours, a dit Cole, doucement. Je l'ai regardé. Quoi? Je l'ai trouvé. Tu en avais laissé une copie, dans la loge des garçons d'honneur. La coordinatrice du lieu l'a envoyé à Sutton, avec quelques affaires oubliées. Je l'ai lu il y a environ un mois. C'était incroyable. Harrison. L'histoire du raton laveur. Le fait que j'avais peur d'appeler papa et maman, depuis cette fête. La phrase sur le fait, qu'un témoin n'est pas seulement un titre. C'est une promesse. Je l'ai lu, je me suis assis dans ma voiture, et j'ai pleuré comme un idiot complet, pendant environ 20 minutes. Eh bien, ai-je dit, au moins quelqu'un a pleuré en le lisant. Je comptais un peu sur le fait, que ce serait la réaction du public. Il a ri. C'était un vrai rire, pas son rire public et charmant. Le vrai rire, celui qui ressemble légèrement à un hoquet, et que je n'avais pas entendu depuis des années. Je ne mérite pas de te demander ça, a-t-il dit. Mais penses-tu que, peut-être, un jour, tu pourrais prononcer ce discours? Pas lors d'un événement ou autre. Juste me le lire, peut-être, quand tu seras prêt. J'y ai réfléchi. Peut-être, ai-je répondu. Un jour, quand je serai prêt. Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté. Ça, c'était nouveau. Nous sommes rentrés à l'intérieur, et nous avons pris le dessert. Et ce fut la réunion de famille la plus normale, et, en même temps, la plus significative, à laquelle j'ai jamais assisté. Rien n'était complètement réparé, mais les fissures étaient désormais visibles. Et les fissures visibles sont celles que l'on peut réellement colmater. 3 mois plus tard, Colette m'a officiellement proposé le poste de directeur. J'ai accepté. Théa m'a emmené fêter ça. Et quand elle a levé son verre, elle a dit, à Harrison, le personnage principal. Ce qui est amusant, parce qu'Ara m'a envoyé une carte, la même semaine, qui disait exactement la même chose. Je l'ai posée sur mon bureau, au travail, là où je peux la voir tous les jours. Cole et moi n'en sommes plus là où nous étions. Nous n'y serons peut-être plus jamais, mais nous sommes quelque part de nouveau. Et un endroit nouveau, c'est bien mieux qu'un endroit faux. Il m'appelle toutes les 2 semaines, maintenant. De vrais appels, pas des appels de pure forme. Il me pose des questions sur mon travail, sur Théa, sur ma vie, et il écoute vraiment. Il suit une thérapie lui aussi, ce que j'ai découvert, non pas parce qu'il me l'a dit directement, mais parce que ma mère l'a mentionné, avec le même ton d'émerveillement, qu'elle utiliserait si elle voyait un chien conduire une voiture. Mes parents font des efforts. Mon père m'envoie des articles sur l'analyse de données, qu'il ne comprend manifestement pas, mais qu'il trouve quand même, parce qu'il veut montrer de l'intérêt. Ma mère a invité Théa à son club de lecture, ce que Théa a décrit par la suite, comme un magnifique chaos accompagné de vin. Quant à Prescott, j'ai entendu dire par le bouche à oreille, qu'il vendait des assurances à présent. Je ne lui souhaite aucun mal. Il était un symptôme, pas la maladie. Mais je mentirais, si je disais que je n'ai pas ressenti une petite et mesquine étincelle de satisfaction, en apprenant ça. J'ai toujours le discours. Il est dans le tiroir de mon bureau, à la maison. Un peu froissé, un peu taché de café depuis le dîner de répétition. Je le lirai à Cole, un jour. Non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que je l'ai écrit avec amour.
Et je ne veux pas que l'amour soit gâché, même quand la personne à qui il était destiné, a mis un certain temps avant de le mériter. Je m'appelle Harrison. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je suis directeur dans un cabinet de conseil. Je suis amoureux d'une femme, qui a fait un bras de fer avec moi pour un muffin. Et j'ai une thérapeute, qui compare la vue de son bureau, à la perception que le public a des soins de santé mentale. J'ai passé la majeure partie de ma vie, à être la personne dans la pièce que personne ne regardait. Le garçon fiable, le garçon silencieux, celui de la table 14. Je ne suis plus à la table 14, aujourd'hui, et je n'y serai plus jamais.